Chers amis, leur projet, faire disparaître les médias indépendants avant 2027. Aujourd'hui, Emmanuel Macron propose de labelliser les bons médias. Et derrière ce mot se cache un plan scandaleux. Décider de ce qui est fiable et de ce qui ne l'est pas. Créer une censure globale. Totale. C'est une attaque violente contre le pluralisme. Regardez TV Liberté. Suppression de nos comptes bancaires. Perte massive de dons qui est le nerf de la guerre. On essaie encore de nous étouffer financièrement parce que nous gênons. Et l'avenir dira si des services de l'État, normalement dédiés à la sécurité, ont pu intervenir pour tenter de tuer notre chaîne. Voilà la méthode contre TVL, frapper au porte-monnaie et ainsi faire taire ceux qui ne se plient pas. Si l'on nous attaque, c'est que nous avons de l'audience et de l'influence. Chaque don, chaque soutien devient alors une victoire contre ceux qui veulent nous réduire au silence. Aujourd'hui, le combat est clair. Défendre TV Liberté, c'est défendre la liberté des médias alternatifs. C'est défendre notre droit à une information non soumise à un label du pouvoir macroniste et des réseaux de l'ultra-gauche. Nous ne plierons pas, on ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste. Avec vous ? Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Samuel Furfari. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes ingénieur docteur en sciences appliquées, vous avez travaillé pendant 36 ans à la direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Vous enseignez la géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles ainsi qu'à l'ESCP Londres. Vous étiez venu nous présenter votre ouvrage Énergie, mensonge d'État sur notre plateau. Vous revenez avec celui-ci, le dernier, la vérité sur les COP. 30 ans d'illusions. Alors justement, vous faites un bilan sur ces COP, ces grands rassemblements que l'ONU organise depuis 1995. Ces rassemblements ont pour objectif de limiter l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Alors après 3 décennies et des milliards dépensés pour cet objectif, est-ce qu'il est atteint ? Non, hélas, l'objectif n'est pas atteint. C'est un échec cuisant pour les Nations Unies et pour tous les États membres des Nations Unies qui ont voulu mettre en avant la lutte contre le changement climatique en pensant qu'il suffisait de décréter des conférences et qu'on allait changer la façon de vivre des gens. Depuis la COP, ce que j'appelle la COP 0, c'est-à-dire la conférence de Rio en 1992, les émissions de CO2 ont augmenté de 65%. Alors vous imaginez un chef d'entreprise qui a un objectif, à qui on donne un objectif, et qui vient avec des résultats aussi catastrophiques. Mais on se poserait des questions. Est-ce que l'objectif était réaliste ou bien est-ce que c'est ce chef d'État, ce CIO qui n'est pas compétent? Et si on ne se pose pas les questions, on continue comme si rien n'était. Alors vous avez ce chiffre, depuis 92 et le sommet de Rio, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 65%. Il faut le répéter, 65%. C'est quand même énorme. Enfin, c'est énorme. Vous qui avez participé à toutes ces COP, parce que vous l'expliquez dans votre ouvrage, est-ce que vous vous êtes dit au bout d'un moment, mais en fait, ça ne sert à rien et ça va dans le mauvais sens en plus? Oui, ça va dans le mauvais sens parce que, à part l'Europe, ou plutôt à part l'Union européenne, pour être précis, ben, il n'y a plus personne qui s'occupe de ce genre de choses. L'Union européenne est convaincue qu'elle va réduire ses émissions de CO2 pour atteindre 0% d'émissions de CO2 d'ici 2050. C'est ce qu'ils appellent le net zéro, en pensant entraîner les autres. Mais il n'y a personne qui suit l'Union européenne. Les pays ont besoin de croissance, de prospérité, même de faire sortir des grands pans de la population de la misère. Et ça, il n'y a qu'une solution. C'est l'énergie. Nous avons fait ça au cours à la fin du 19e siècle, pendant tout le 20e siècle. Nous sommes devenus prospères, nous avons amélioré notre qualité de vie parce que nous avons utilisé des énergies en abondance. Aujourd'hui, le reste du monde veut faire cela aussi. Et donc, on n'entraîne personne. L'Union européenne pense qu'elle est le leader, mais comme on dit en anglais, elle est le loser. Il n'y a personne qui nous suit.
Mais cela, ça dure, je le disais tout à l'heure, depuis 3 décennies. Est-ce que vous, en tant que membre je le disais tout à l'heure, vous avez travaillé à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne, est-ce que vous avez essayé d'alerter votre hiérarchie sur la mauvaise politique qui était engagée pendant ces COP auxquelles vous assistiez? On est parti en croyant bien faire. Et pendant quelques années, on dit ça va marcher, puisque nous, en Europe, on parvient à réduire nos émissions. Et puis, progressivement, à partir de la COP de Glasgow, on a bien compris que le vent avait tourné et que c'était plus possible de parler de réduction des émissions des consommations d'énergie fossile. C'est là qu'il y a eu un tournant. Oui, c'est au début, je crois que ces pays comme l'Inde et la Chine ont dit mais attention, nous le charbon, on va continuer à le développer parce que c'est notre seule façon de faire de la croissance. Enfin, voilà. C'est une de nos façons principales. Voilà. Et c'est facile pour nous qui avons déjà atteint un certain niveau de croissance de dire on peut réduire, on va faire de la sobriété heureuse pour certains. D'autres disent on va faire de l'efficacité énergétique grâce aux nouvelles technologies. On est parvenu en Europe à réduire nos émissions de CO2, mais surtout à cause de la décroissance qu'on a subie. On est en train de détruire notre économie. C'était le sous-titre du livre pour lequel vous m'aviez interviewé l'année dernière, la destruction organisée de notre compétitivité. Et donc on a détruit notre compétitivité, ce qui a permis de réduire nos émissions de CO2. Mais le reste du monde veut faire de la croissance. Et donc il faut arrêter maintenant de dire qu'on va réduire nos émissions de CO2 dans le monde. Alors, vous avez fait préfacer votre ouvrage par Carlo Ripa di Meana, qui a été commissaire européen à l'environnement, également ministre italien de l'environnement. Il dit ceci: « Je ne crois plus dans le dogme du réchauffement climatique d'origine anthropique, c'est-à-dire causé par l'homme. » Vous a-t-il expliqué comment il a changé d'avis, changé d'opinion? Je l'ai contacté lorsque la presse a commencé à parler de son changement d'attitude et très gentiment, il m'a expliqué ce qu'il vivait, ce qu'il avait compris et il m'a envoyé un long texte que je mets en exergue de ce livre, dans lequel il explique qu'il était à la base de la conférence de Rio, en tant que commissaire à l'environnement. Il était commissaire à l'environnement de Jacques Delors. Ça remonte longtemps. Et il a vraiment voulu introduire une taxe carbone, une taxe énergie. Il s'est battu à fond. Il a rencontré Al Gore. C'était le monsieur climat à la Commission européenne. Et puis, avec le temps, il s'est aperçu que finalement, il y avait beaucoup d'exagération. Qu'on était parti sur des bases à peu près sérieuses, mais qu'ensuite on a tellement dérivé. Vous vous souvenez qu'Al Gore parlait de plusieurs hauteurs de mètres d'eau dans les quelques décennies qui venaient. Tout ça a été exagéré. Et donc un homme honnête, un homme rationnel, une fois qu'il observe une erreur, il faut le dénoncer. C'est ce que Ripa di Meana a fait. Il a dit, je me suis battu, mais je me suis trompé de cible. Pensez-vous que ce monsieur Carlo Ripa di Meana ou Al Gore, qui a été candidat à la présidentielle américaine dans le camp démocrate, était vraiment de bonne foi dès le début? Oui. Oui. Ne pensez-vous pas qu'il jouait à un jeu en disant vous allez voir, le niveau des océans va monter, on va tous être submergés, ça va être une catastrophe épouvantable? Pour Al Gore, je ne me prononce pas. Mais pour Ripa di Meana, oui, je pense que c'était un honnête homme qui était un écologiste de la première heure et qui disait, voilà, on a des problèmes d'environnement, on doit les résoudre sérieusement. Et c'est comme ça qu'il a commencé à travailler avec Jacques Delors. Mais par la suite, il y a eu beaucoup d'opportunistes. Et surtout des prises de bénéfices énormes. C'est surtout ça qui me dérange le plus. Que l'on dise qu'on veut améliorer l'environnement, réduire les émissions de CO2, pourquoi pas. Mais derrière ça, il y a beaucoup de gens qui profitent de la situation pour s'enrichir. C'est peut-être aussi le problème d'avoir pris le CO2 comme bouc émissaire principal de tous les problèmes environnementaux. Oui. Il y a aussi la pollution des sols, les plastiques, etc. Vous faites bien de poser cette question parce qu'il faut bien distinguer la lutte contre le changement climatique ou la décarbonation et la protection de l'environnement. Nous devons protéger l'environnement. C'était mon métier à la Commission européenne, à la Direction générale de l'énergie.
Protéger l'environnement, ça veut dire éviter la contamination des sols, comme vous dites, mais surtout la contamination de l'air. Abattre les oxydes de soufre, abattre les oxydes d'azote, abattre les particules fines, abattre les métaux lourds. Tout ça doit être notre cheval de bataille. Parce qu'on va consommer de plus en plus d'énergie fossile, on va peut-être y revenir plus tard, et cette énergie fossile a des impacts sur l'environnement. Et donc on doit faire le nécessaire pour éviter ces impacts. Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, avec le fondateur de Greenpeace qui, aujourd'hui, dit qu'il faut plus de CO2 dans l'atmosphère, qu'il faut que ça sera meilleur pour le climat d'avoir plus de CO2 ? Oui, M. Moore a raison. Lui aussi, voyez-vous, il est un peu comme Rudy Padiméan. C'était un des fondateurs de l'équipe de fondation de Greenpeace. À Vancouver, et puis progressivement, il a découvert qu'il y avait une dérive totale qui n'avait plus rien à voir avec l'origine de protection de l'environnement, qui devenait en fait, le but derrière tout ça, c'est la décroissance. Hein, c'est ça qui est derrière cette volonté. Et lui a dit, mais non, si on veut que la population puisse se prospérer, non seulement on doit fournir de l'énergie abondante et bon marché, mais il faut également fournir de l'alimentation. Or, le CO2, avec l'eau et les rayons de soleil, c'est la nourriture du végétal. Et donc, si on veut avoir plus de végétaux, plus d'aliments, il nous faut du CO2. Et c'est pour ça que la planète est en train de verdir, parce qu'il y a plus de CO2. Et donc, la planète est de plus en plus verte grâce au CO2 qui est l'aliment des plantes. Alors, c'est très intéressant dans votre ouvrage, Samuel Furfari, vous expliquez bien qu'à l'origine de ces COP, il y a une histoire d'idéologie et de gouvernance mondiale. Alors, c'est quoi la matrice intellectuelle de ces rassemblements, les COP ? Oui, grâce à ce livre, j'ai voulu poser tous les jalons et revenir aux fondamentaux, parce que vous savez, les COP, c'est un peu comme Noël. Hein. Noël va arriver, on va parler de Noël, et puis l'année prochaine, on recommence avec Noël. Les COP, c'est un peu comme ça, mais si on analyse d'où viennent les COP, on se rend compte qu'en fait, ça remonte au Club de Rome. Dans les années 1957. 70. Ouais. Tout au début, on a commencé à se dire... Non, excusez-moi, le Club de Rome, vous avez bien raison, c'est 1960, des années 70, exactement. Oui, et 72 exactement, avec le rapport Meadow. On a dit, on ne peut pas continuer comme ça, on va droit dans le mur, on n'a pas assez de ressources, ce qui a donné à M. Kadhafi une belle excuse pour faire pour nous mettre sur la gorge le couteau du pétrole, en disant, puisque ces imbéciles pensent qu'il n'y a plus de pétrole, je vais les obliger à abandonner le soutien à Israël, sinon ils n'auront plus de pétrole. Et donc, c'est venu de là, de cette volonté de dire on ne peut pas continuer comme ça, et vous voyez bien que ce slogan revient toujours. Hein. On n'a qu'une seule planète, on n'a pas de plan B, on a déjà utilisé toutes nos ressources de l'année. C'est toujours le même slogan qui revient, on peut pas, on peut pas, on peut pas. En fait, ensuite, il y a eu le rapport Brundtland, qui a poser les bases du développement durable, qui selon moi est une aberration, parce qu'on ne peut pas avoir un développement en disant je veux développer mais pas trop, parce que demain je ne sais pas ce qui va se passer. Le monde n'a jamais fonctionné comme ça. Et ça a permis de lancer la conférence de Rio en 92, et la conférence de Rio a lancé le processus en disant voilà, maintenant nous allons réduire nos émissions de CO2 pour sauver la planète. Et puis on commençait les 30 années de COP. Un risque de contrôle insidieux, c'est ce que vous avez constaté dès le début de l'organisation de ces COP en 1995. Comment s'opérerait ce contrôle ? Comment vous avez perçu cela ? Vous savez, on doit comprendre que l'énergie, c'est la base de la vie. Lorsque nous mangeons parce que notre corps a besoin d'énergie. Et sans énergie, nous ne faisons absolument rien. Mais absolument rien. Et donc, si nous avons besoin de limiter nos émissions de CO2 parce qu'il faut limiter la consommation d'énergie, on va impacter notre vie, tous les aspects de notre vie. Quand on dit qu'on doit mater l'automobiliste, c'est quoi ? C'est contrôler notre vie sur la mobilité. Quand on nous oblige à isoler nos maisons, sinon on ne peut même pas la mettre en location. C'est un contrôle de notre vie, vous savez. Les fameux DPE. Oui, c'est ça. C'est moi qui ai développé cette directive. Ah bah je vous félicite pas. Oui, je suis comme Rudy Padiméan.
Je reconnais mes erreurs. Mais à l'époque, franchement, c'était comme quand vous allez acheter un frigo, vous voyez l'étiquette sur la porte et vous choisissez votre modèle en fonction de votre budget. Au début, c'était ça l'idée, dire voilà, on va mettre une étiquette sur les maisons. Mais ensuite, et c'est ça votre question, on est venu contrôler notre vie de plus en plus en nous disant non seulement vous devez mettre une étiquette sur votre maison, mais si elle ne correspond pas à ce que moi je veux, en tant qu'État, vous ne pouvez pas le louer, ce bien. Et donc là, on prive la liberté, vous voyez, ce n'est plus une question d'information comme on avait au début. Ici, c'est un contrôle de la vie. En fait, si vous contrôlez le carbone, vous contrôlez la vie. Contrôler les émissions de CO2 de quelqu'un, c'est contrôler la vie. Tony Blair avait lancé l'idée de développer une carte de crédit carbone. Et chaque fois que vous achetez un billet d'avion ou bien que vous achetez 5 litres de lait, bien votre crédit carbone diminue. Donc c'est un véritable contrôle de notre vie qui est fait à partir de la décarbonation. Alors vous revenez évidemment dans votre ouvrage, Samuel Furfari, sur l'organisation de la fameuse COP21 qui a eu lieu en 2015 sous le mandat de François Hollande à Paris. Et pour répondre à ces accords de Paris, sera mis en place le fameux pacte vert organisé au sein de l'Union européenne. Quelles sont aujourd'hui les conséquences de ce pacte vert pour nous autres Français ? D'abord, il faut dire que la conférence de Paris a été un véritable succès diplomatique pour la France. La France a un grand réseau de diplomates. Alors vous parlez de succès diplomatique en parlant de la COP21, mais vous parlez aussi de cirque diplomatique en parlant des COP en général. Exactement, vous faites bien de nuancer. Mais la conférence de Paris a été un véritable succès pour la France. Ils ont bien joué. La France est capable, ils ont obtenu... Une belle campagne de communication. Voilà, c'était fantastique. Avec des larmes. Ouais. Avec des larmes même. En fait, moi j'ai intitulé le chapitre consacré à cette COP21 « Le désaccord de Paris ». Parce qu'on parle toujours d'un accord de Paris, l'accord de Paris. Il n'y a pas d'accord à Paris. Il n'y a que des désaccords. C'est une auberge espagnole. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun choisit même l'année de référence pour dire à partir de quelle année on diminue les émissions. Par exemple, le Japon a choisi comme année de référence l'année après le Fukushima, où ils utilisaient à fond du charbon pour remplacer les centrales nucléaires. Et ça, c'est leur référence, donc c'est facile de diminuer. Vous voyez, il y a eu beaucoup de manipulations, mais ça n'a rien apporté. Après 10 ans, les émissions de CO2 dans le monde, après Paris, ont augmenté de 8%. Grâce ou à cause de la Covid. Parce que sinon, on serait arrivé à 15-16% d'augmentation. Parce que le monde doit croître. La Covid a arrêté le monde de fonctionner. On a consommé moins d'énergie, on n'a plus fait de mobilité, et donc les émissions de CO2 ont diminué. Et puis elles ont repris. Donc l'accord de Paris est un désaccord, il ne s'est rien passé. Et alors sur ce pacte vert, vous soulignez bien que jusqu'en 2030, cela coûtera à l'Union européenne 1300 milliards d'euros par an. Oui, c'est un chiffre gigantesque parce que ce n'est pas... Tout ce qu'on impose en matière de décarbonation n'a rien à voir avec l'économie de marché. Il faut lutter contre l'économie de marché. Et donc lutter contre l'économie de marché, ça veut dire donner des subsides. Et donc, le but du pacte vert, c'est de distribuer des subsides. Faire marcher la redistribution. Oui, voilà. Et donc, l'Union européenne redistribue de l'argent qu'elle n'a pas. Et évidemment, il y a beaucoup de profiteurs. Heureusement qu'ils sont là pour ça. Hein. Oui. Et donc, c'est ça le gros problème, c'est qu'on fait croire, par exemple, que les énergies renouvelables, les éoliennes, c'est compétitif. Mais si c'était compétitif, il n'y avait pas besoin d'obligation. Il y a une obligation de produire des énergies renouvelables. Donc, c'est pas compétitif. Et il n'y a rien de compétitif dans ce domaine du pacte vert. Tout est contraint, tout est obligation avec des subsides. Ça ne peut pas continuer. Et en plus, vous nous rappelez bien qu'en matière de fabrication de panneaux photovoltaïques et d'éoliens, c'est la Chine. Tous les composants viennent de Chine et plus globalement d'Asie et bientôt toutes les Moyen-Orient. Et bientôt toutes les voitures électriques viendront de Chine également. Ouais. Alors, déjà, il y a un train électrique chinois qui fonctionne en Autriche. On le disait un petit peu tout à l'heure, je crois que c'est au cours de la COP de Glasgow que Chinois et Indiens ont dit qu'ils ne renonceraient pas à leur consommation de charbon. En tout cas,
qu'il ne ferait pas d'efforts en la matière. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas les ONG ou les écologistes faire plus de remous contre la politique énergétique indienne ou chinoise ? Ils savent très bien que c'est inutile. Vous pensez bien que la Chine a besoin d'énergie abondante pour pouvoir continuer à se développer à l'intérieur et à l'extérieur. Et je voudrais souligner que l'Inde, en quelques années, a apporté de l'électricité à près de 350 millions d'habitants qui n'avaient pas d'électricité auparavant. C'était un grand succès de Narendra Modi, d'électrifier complètement l'Inde. Pour le faire, c'est pas avec des éoliennes, oui. C'est avec du charbon, leur charbon. Et donc, ils continuent à développer le charbon. Mais c'est pas nouveau, il y a longtemps que c'est comme ça. Je me souviens d'une conférence mondiale de l'énergie à Rome, où le ministre de l'énergie indien, M. Singh, avait dit au commissaire européen, M. Piebalgs, vous prétendez que je rentre en Inde et dire que je dois faire comme les Européens, de réduire les consommations d'énergie, alors que nous avons des gouffres dans notre pays. Donc c'est pas nouveau, il y a longtemps que l'Inde et la Chine et les autres disent non, on veut se développer. On entend beaucoup les écologistes combattre l'énergie nucléaire. Alors comment cette énergie est-elle perçue, reçue dans ces COP ? C'est très, très intéressant votre question, parce que décarboner, ça veut dire qu'il faut éliminer les émissions de CO2, c'est-à-dire les énergies fossiles. Mais on se rend bien compte que c'est pas avec des éoliennes et des panneaux solaires qu'on va pouvoir le faire. Et donc il fallait mettre en avant le nucléaire, évidemment. Or, le nucléaire est le premier des tabous des écologistes, bien avant le changement climatique. Le changement climatique est venu beaucoup plus tard. Et pourquoi cela d'ailleurs ? Pourquoi c'est le tabou des écologistes, le nucléaire ? Puisque c'est une énergie décarbonée. Oui. Alors on va parler des déchets, mais... En fait, on revient à ce qu'on disait avec le Club de Rome. L'énergie nucléaire est une énergie infinie. Déjà aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, c'est infini. Si demain on développe la génération 4, ça sera encore plus. Et ce qui leur pose problème, c'est que ça ne coûte rien aux Français, en fait, c'est ça ? Voilà, et les écologistes, en fait, sont des malthusiens. Les vrais écologistes, hein, pas la citoyenne qui va voter pour dire je ne veux pas qu'on mette des déchets dans la rue. Je ne parle pas de cela, je parle des penseurs écologistes. Les malthusiens, c'est gens qui veulent réduire la population mondiale. Voilà, ils veulent réduire la population mondiale, et pour réduire la population mondiale, il ne faut pas donner de l'énergie. Or, le nucléaire est une énergie infinie. On ne pourra plus utiliser l'argument on n'a pas de ressources si on développe le nucléaire. Et ce qui est intéressant, et même cocasse, je crois, c'est qu'à la COP de Dubaï, la COP 28, la veille de la COP, il y a eu une réunion sur la relance du nucléaire. Et ça, c'était un camouflet pour les écologistes, puisque dans une COP, on relance le nucléaire. Et c'est quand même très symbolique comme changement. On reconnaît, en fait, on a reconnu beaucoup de choses à la COP de Dubaï. On reconnaît qu'on a besoin de sécurité d'approvisionnement énergétique et que le nucléaire est incontournable pour cela. Alors vous évoquez aussi la place qu'occupe la grande finance face à la décarbonation. Comment se positionnent de grands acteurs comme BlackRock, ce grand fonds de gestion américain ? Il faut comprendre que quand on a commencé à développer les aspects de protection de l'environnement au sens large, et donc y compris changement climatique, c'est devenu rapidement un argument de vente, de marketing, en disant « moi, je fais attention à la planète ». Et donc, tout le système économique européen a fait ce qu'on appelle du greenwashing, du window dressing, se montrer vert. Et les grands groupes, les grands banquiers également ont dit « nous, on ne finance plus, par exemple, des mines de charbon, etc. » Ils sont partis là-dedans, et depuis un an, ils s'aperçoivent que tout cela conduit à la décroissance de notre économie. Tandis qu'ailleurs, la croissance est toujours présente. Et donc, les BlackRock et autres, Vanguard, ont compris qu'il faut arrêter de dire qu'on n'a pas besoin d'énergie fossile. Parce qu'on a besoin de croissance dans le monde. De toute façon, qu'on le dise ou pas, il y aura de la croissance dans le monde, à cause de l'Asie et de l'Afrique. Et donc, ils sont en train de changer. Ils ont lancé pendant des années ce qu'on appelle ESG. Oui, les critères environnementaux, voilà, sociaux et éthiques.
Et donc, ils étaient tous en train de chanter ESG. Ils ont tous abandonné. Un exemple concret qui n'est pas de la finance, mais ça va vous donner une idée, c'est British Petroleum, enfin BP, c'est plus British Petroleum, BP. BP a lancé à fond les énergies renouvelables. Vraiment. En disant, bon, je le savais bien parce que je travaillais avec eux, je voyais bien qu'ils étaient sincères pour développer des énergies renouvelables, un peu Total aussi. Puis maintenant, ils ont compris, c'est fini, ils ont abandonné. Ils viennent d'abandonner hier un projet hydrogène dans le nord de l'Écosse, parce que ça ne marche pas. Et les actionnaires disent, nous, on veut de la rentabilité, parce qu'ailleurs, il y a de la rentabilité. On ne peut pas se contenter de dire, on va faire du vert et perdre de l'argent, quand ailleurs, on gagne de l'argent. Parce qu'ailleurs, on gagne beaucoup d'argent. Vous militez, Samuel Furfari, pour l'arrêt total de l'organisation de ces COP. Comment, selon vous, convaincre le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres ? Ah ben ça, c'est une tâche impossible. Peut-être que le prochain secrétaire général, parce qu'on commence à parler de sa succession, sera peut-être plus sensible, parce que lui, il a fait tout son mandat en faisant peur, sans arrêt. Quand il vient dire que les océans sont en train de bouillir, c'est pas sérieux. Et donc il ne peut pas faire marche arrière. Un nouveau secrétaire général, s'il est comme M. Ripadimeana, pourrait dire, bon écoutez, on va quand même se calmer un peu. De même chose à la Commission européenne. Je ne pense pas que Mme von der Leyen va abandonner le pacte vert, même si maintenant elle l'appelle le pacte propre. Parce qu'on a tellement insisté dans un domaine qu'on ne peut pas perdre la face. Ripadimeana, quand il a changé d'avis, il était hors course. Il pouvait le dire. Aujourd'hui, je ne vois pas le secrétaire général des Nations Unies ou bien la présidente de la Commission dire qu'on s'est trompé. Ce qui veut dire qu'on va encore continuer à dépenser beaucoup d'argent inutilement, malheureusement, et qu'on va s'enfoncer encore dans notre économie. Ça viendra, parce qu'évidemment, on ne peut pas mentir tout le temps. Ça va venir. On voit bien qu'il y a de plus en plus de gens qui osent parler ouvertement, et donc ça va changer. Continuer à mentir tout le temps, ça c'est une question à laquelle on pourra peut-être répondre une prochaine fois avec vous, Samuel Furfari. En tout cas, le titre de votre ouvrage passionnant, La vérité sur les COP. 30 ans d'illusion, c'est à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous, monsieur. Merci pour votre interview.